c'est parti pour une nouvelle session d'actualité. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous et voici les titres à la une. Mesdames, Messieurs, au sommaire de cette édition du journal, dans son arrêt rendu vendredi 18 novembre 2022 à Kinshasa, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo s'est déclarée compétente pour juger l'ancien Premier ministre sous les régimes passés, Augustin Matata Mponyo Mapon. Cette décision de la haute cour du pays semble convaincre plus d'un Congolais qui attendait l'aboutissement de cette affaire. Et puis vous allez suivre également dans cette édition du journal la secrétaire générale des francophonies, Louise Mushikiwabo, a déclaré lors des préludes du 18e sommet des chefs d'État et des gouvernements des francophonies qui se tient à Tunisie que son pays, le Rwanda, se sentent menacés au déploiement des forces armées de la République démocratique du Congo à la frontière rwandaise. C'est tout pour les sommaires. Votre journal, c'est maintenant. Dans son arrêt rendu public le vendredi 18 novembre 2022 à Kinshasa, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo s'est déclarée compétente pour juger l'ancien Premier ministre sous les régimes passés, Augustin Matata Mponyo. Cette déclaration de la haute cour du pays semble satisfaire plus d'un Congolais qui attendait impatiemment l'aboutissement de cette affaire. Plus de précisions dans ce commentaire de Paulin Baya que je vous demande de suivre. La Cour constitutionnelle a, dans son arrêt rendu le 18 novembre 2022, s'est déclarée compétente en réponse à la requête de la Cour de cassation qui lui avait saisi pour interprétation de l'article 64 de la Constitution de la RDC. D'après des sources sûres, la Cour de cassation devra d'office se dessaisir de l'affaire Boukangalonzo pour laquelle Matata Mponyo est poursuivi. Dans le camp de l'ancien Premier ministre, on condamne la reprise du dossier Boukangalonzo par la Cour constitutionnelle. Moi, j'aimerais que les institutions qui reprochent le sénateur Mapon nous sortent l'audit de ce qui a été fait. Parce qu'avant qu'il y ait procès, c'est une procédure purement économique. Nous avons besoin des évaluations réelles de ce qui a été fait et que l'on sache réellement qu'est-ce qui est condamné au sénateur Mapon. Donc moi je pense que les deux choses doivent être séparées, l'audit économique et les procédures judiciaires. Tant que les deux ne sont pas séparés, et on doit ajouter une troisième qui est l'aspect politique, ça fait très mal de savoir un pays comme la République qui est en train de pleurer ces derniers temps pour tout ce qui se passe à l'Est, le président qui fait appel à tous les jeunes pour que l'on se mobilise finalement, on mette à l'extérieur l'ennemi de la République. Mais un monsieur s'élève parce qu'il est président de la Cour constitutionnelle. Il pense que ce qu'il y a au pays n'est pas grave. Il pense que l'agression qu'il y a à l'Est n'est pas une forte menace. Et il se frappe la poitrine et il dit, comme on a dit qu'on va mettre l'ennemi à l'extérieur, et lui va chercher d'abord à combattre les sénateurs Mapon. Le procureur général près la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamoulete va dans les prochains jours réactiver son action publique face à Matata Mponyo, Patrice Kitebi et le gérant sud-africain de la société Africom, Grobler Christo. Prenons parole en marge du 18e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la francophonie qui se tient en Tunisie. La secrétaire générale de cette organisation, Louise Mushikiwabo, a déclaré le vendredi 18 novembre 2022, avant l'ouverture de ses assises, que son pays, le Rwanda, se sentait menacé suite à la présence de forces armées de la République démocratique du Congo à la frontière rwandaise. Approché à cet effet, un expert des questions internationales a placé un mot dans ce reportage de Joseph Kambon-Ngwejo. En prélude du 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation internationale de la francophonie qui se tient à Djerba en Tunisie du 19 au 20 novembre 2022, la secrétaire générale de la francophonie, Louise Rose Mushikiwabo, a déclaré que son pays, le Rwanda, se sent en insécurité suite à la présence de l'armée congolaise aux frontières rwandaises. Quant à cette prétendue sonnette d'alarme, un expert des questions internationales, Frédéric Amani, fait ici sa lecture. Ces propos, c'est une insulte pour la RDC, mais aussi pour la francophonie. Que ce soit le propos en prélude du sommet qui est lancé aujourd'hui ou les propos suivis hier soir sur RFI, je crois qu'il est plus que temps que la RDC
tourne la page même vis-à-vis de la francophonie. D'ailleurs, le Rwanda s'était retiré de la francophonie. Il a adhéré à Commonwealth. C'est quelques temps après que le Rwanda est revenu. Voilà une insulte. On a fait élire un pays qui ne pèse pas au niveau de la francophonie, alors que la RDC, c'est un grand pays du point de vue superficie et population au sein de la francophonie. Une insulte dans la mesure où elle s'inscrit aussi dans la logique de son président Kagame en niant les faits. C'est montrer clairement que le Rwanda soutient les mouvements de rébellion à l'Est, le Rwanda déstabilise l'Est de la RDC, mais tous refusent d'accepter les faits. D'où il faut que la RDC pense son avenir d'abord en comptant sur elle-même et en se retirant dans certaines organisations dans lesquelles le Rwanda fait partie pour montrer son mécontentement, mais aussi interpeller la communauté internationale et la francophonie à l'occurrence par rapport à son attitude. Je crois que au regard de ce qui se passe, aucune déclaration de la francophonie, alors que la RDC est membre de la francophonie, aucun soutien. Je l'ai suivi hier sur RFI, elle a boycotté et n'a fait mention de la RDC dans ses propos et c'est déplorable. Alors que la francophonie prône parmi les valeurs, la démocratie et le respect des droits de l'homme. Notons que lors de ces sommets, la République démocratique du Congo est représentée par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Suite à la déclaration du président rwandais Paul Kagame demandant au mouvement terroriste du M23 de décréter un cessez-le-feu dans la partie est de la République démocratique du Congo, des réactions fusent de partout au pays. Quant à ce, Joseph Kambol-Ngwej, dans ce reportage, nous en dit plus. Suite aux atrocités qui sévissent dans l'est de la République démocratique du Congo perpétrées par les M23, groupe terroriste étranger, le président rwandais Paul Kagame, indexé dans cette affaire comme parrain de ces insurgés, s'est enfin exprimé pour demander aux M23 à observer un cessez-le-feu concernant toutes leurs incursions au Nord Kivu et Sud Kivu. Suite à cette annonce du président rwandais Paul Kagame, ainsi la question fait réagir l'ensemble de la classe politique congolaise. Je pense qu'aujourd'hui, Kagame est pris au piège par ses propres déclarations. Lui qui refusait le fait que c'était le Rwanda, son pays, qui était derrière le M23. Aujourd'hui, il demande le cessez-le-feu. Bon, peut-être nous pouvons prendre sous la casquette d'un des dirigeants du pays des Grands Lacs et de la sous-région. Mais je crois que c'est la demande non seulement de Kagame de cesser le feu. C'est la demande également des Nations Unies, l'Union Européenne, dans le cadre de la CIRGL avec Joao Lourenço et Moussa Faki Mahamat, qui est aussi le président de la Commission de sécurité de l'Union africaine. Donc je crois que c'est toutes les organisations, c'est toutes les commissions, la médiation qui veulent à ce qu'il y ait vraiment cessé immédiate de feu. Et je crois que c'est important. Pour le moment, nous n'allons pas d'abord cesser le feu, mais nous privilégions aussi la voie diplomatique. Nous nous battons contre les rebelles, mais nous allons aussi apprécier la voie diplomatique parce qu'il est évident qu'on ne peut pas aussi se soustraire de la voie diplomatique. Paul Kagame reniait toute implication et toute collaboration avec les M23. Aujourd'hui, il vient de déclarer à haute voix devant la communauté internationale qui est celui qui était le parrain de ces mouvements M23. Certes, si il était resté beaucoup plus focus dans sa position, déniait toujours, malgré qu'il y a eu beaucoup plus d'accusations, et même au niveau de la tribune des Nations Unies, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait pointé du doigt le Rwanda. Aujourd'hui, cette hypothèse vient de se confirmer, parce que Paul Kagame reconnaît, si lui il n'était pas parrain, pourquoi il peut accepter toute hostilité, il peut accepter les cessez-le-feu et accepter aussi de demander les M23 de déposer les armes. C'est par là que nous remercions la diplomatie du président de la République, nous remercions le président de la République pour sa diplomatie, pour les efforts fournis afin d'arriver à ces résultats. C'est un résultat très positif, c'est un résultat pour tous les Congolais et nous, les Congolais, n'allons pas baisser encore les bras.
Il s'y est dénoté qu'en dépit de l'embargo sur l'achat des armes, le gouvernement congolais fournit des efforts pour mettre fin à cette guerre dans l'est de la RDC. Lors du Conseil des ministres du vendredi 18 novembre 2022, le président de la République a rappelé aux membres du gouvernement le projet sur l'implantation des centrales solaires dans le 26 provinces qui compte la République démocratique du Congo pour le développement du pays. Il a par la même occasion instruit au ministre des tutelles pour la relance des travaux de la construction de la centrale hydroélectrique des Katende sans délai suivant. De la nécessité de finaliser les travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Katende et les projets d'implantation des centrales solaires dans les 6 provinces du pays. Rappelant aux membres du gouvernement que les infrastructures énergétiques sont prioritaires pour l'amorce du développement du pays, le président de la République a estimé que les dossiers de projets d'investissement irrélatifs nécessitent d'y être traités avec diligence par les ministères concernés. En effet, il a indiqué que les travaux de la centrale hydroélectrique de Katende devraient impérativement être relancés sans tarder et achevés dans un délai raisonnable, conformément au contenu de la lettre de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Inde, du 1er novembre 2022, adressé au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. La position de notre gouvernement à la partie indienne devrait être donnée en toute urgence. En ce qui concerne le projet d'implantation des 6 centrales solaires évoquées dans la lettre précitée, le président de la République a précisé qu'il doit également être lancé à très court terme. Il s'agit respectivement de Gemena dans le sud Ubangi, de Karawa dans le nord Ubangi, de Lusambo dans le Sankuru, de Manono dans le Tanganyika, de Mbandaka dans la province de l'Équateur et de Mbujimai dans le Kasaï oriental. À cet effet, le Premier ministre a été chargé de réunir en urgence le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité et la commission Grand Katende instituée à la présidence de la République afin de traiter les dossiers de ces infrastructures énergétiques et de procéder sans délai aux signatures nécessaires des contrats irrélatifs. Le rapport d'exécution de cette recommandation est attendu au prochain Conseil des ministres. Désormais, Jacques Tshibanda Tshisekedi devient le nouveau coordonnateur de la sécurité interne des services personnels du président de la République. Il remplace à ce poste Didier Baïtopala, accusé et incarcéré pour une faute lourde. Plus de précisions dans cet extrait choisi pour vous par votre rédaction. Vu la nécessité et l'urgence, article 1er est nommé coordonnateur de sécurité interne au sein des services personnels des chefs de l'État, messieurs Jacques Tshibanda Tshisekedi. Article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 18 novembre 2022. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour copie certifiée conforme à l'original, le 18 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guylaine Niembo-Bouizia, directeur de cabinet. Mesdames, Messieurs, ce journal se poursuit. Cérémonie de collation de grades académiques. C'est samedi 19 novembre 2022 à l'Institut facultaire Théophile de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga en présence des autorités académiques, administratives, membres de famille et connaissances. Plus de précisions dans ce reportage qui porte la signature de Gérard Sangwa et Gisèle Kabongo.
L'Institut facultaire Théophile Rennes, situé à Lubumbashi sur l'avenue Lac Kipopo dans la province du Haut-Katanga, a procédé ce samedi 19 novembre 2022 dans ses installations à la cérémonie de collation des grades académiques dans le département de philosophie, sciences sociales du travail ainsi qu'en informatique de gestion. C'était en présence des personnels académiques et administratifs, les membres de familles, amis et connaissances venus pour la circonstance. Ces éminents finalistes ont reçu leur diplôme de grades académiques aux mains des autorités de cette institution. Une satisfaction pour le recteur de cet alma mater, révérend Père Stéphane. À moi, j'ai un climat de joie, un climat d'allégresse et surtout de paix, puisque lorsque vous voyez vos récipiendaires, vos étudiants terminer l'année académique et décrocher les diplômes, nous ne pouvons que dire merci à elle pour la grâce qu'il nous a donnée, sa bénédiction, notamment sa présence et son soutien dans l'année académique 2021-2022. Au sortir de la salle, quelques finalistes n'ont pas caché leur joie. Nous qui avons fait les sciences sociales, nous sommes appelés à devenir des experts en ressources humaines. Alors nous avons eu vraiment une formation intégrale, une très bonne formation. Voilà les résultats aujourd'hui. Nous sommes vraiment dans la joie de cette grande institution qui forme non seulement les prêtres, mais aussi aujourd'hui les laïcs que nous sommes. Par rapport à la sécurité en passant nos invitations pour les étudiants dans le centre social du travail, nous sommes uniques à Lubumbashi et la formation est parfaite. Tout a commencé par la prière, l'hymne national, les mots directeurs, suivis de la présentation générale de l'Institut facultaire Théophile Rennes par le secrétaire académique. C'est sous une ambiance de fête et de convivialité que s'est clôturée cette grandiose manifestation. Pour terminer cette session d'actualité, mesdames, messieurs, instaurée depuis 2013, la journée mondiale des toilettes se commémore chaque 19 novembre de l'année, juste pour rappeler que 3,6 milliards de personnes du monde entier vivent encore dans des mauvaises situations d'assainissement qui dégradent leur santé et polluent leur environnement. Commentaire. Rappeler au monde entier, surtout aux personnes qui vivent dans des situations précaires d'assainissement qui dégradent leur santé et polluent leur environnement, voilà l'objectif de la Journée mondiale des toilettes célébrée chaque 19 novembre de l'année, instaurée depuis 2013 par les Nations Unies. Cette journée rappelle également la nécessité de résoudre la crise d'assainissement. D'après un certain nombre d'auteurs dans les secteurs de l'environnement, lorsque des systèmes d'assainissement sont inadaptés, les déchets humains sont aussi répandus dans les lacs et les sols, polluant ainsi les ressources en eau qui se trouvent dans le sous-sol. Toutefois, ce problème semble invisible d'une part parce qu'il est abstrait, de l'autre part parce qu'il touche en premier les communautés les plus pauvres et les plus marginalisées. Le message principal de la campagne 2022 est qu'un système d'assainissement géré en toute sécurité éviterait que les eaux souterraines ne soient polluées par les déchets humains. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Voici pour vous le rappel des titres. Vous avez suivi au cours de cette édition du journal, dans son arrêt rendu vendredi 18 novembre 2022 à Kinshasa, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo s'est déclarée compétente pour juger l'ancien Premier ministre sous les régimes passés, Augustin Matata Mponyo Mapon. Cette décision de la haute cour du pays semble convaincre plus d'un Congolais. Et puis, vous avez suivi également la secrétaire générale des francophonie, Louise Mushikiwabo, qui a déclaré lors des préludes du 18e sommet des chefs d'État et des gouvernements des francophonies qui se tient en Tunisie que son pays se sent menacé suite au déploiement des forces armées de la République démocratique du Congo à la frontière rwandaise. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci de l'attention particulière que vous nous avez accordée. À très bientôt.
de la RDC vers le monde et du monde vers la RDC. Présent sur tous les corridors desservant la RDC, LMC offre ses services de transport maritime et multimodal de Dar es Salaam à Mwanda, en passant par Goma, Bukavu et Bunia, de Lobito à Zongo, en passant par Lubumbashi, Kolwezi et Mweneditu, enfin du corridor national de Boma à Kisangani pour les provinces de Kinshasa, du Congo central et du Bandundu, couvrant ainsi l'étendue du territoire national. Par son service de cabotage, le géant des mers couvre le continent africain du nord au sud, via les ports de Safi jusque Durban, de l'est à l'ouest, via les ports de Mombasa jusque Kribi, ainsi que toute la côte ouest africaine. À sa ligne Afrique-Europe s'ajoute celle de l'Extrême-Orient par la Chine et du Proche-Orient par les Émirats arabes unis. Au service de la nation congolaise depuis 1974, les lignes maritimes congolaises garantissent un transit time concurrentiel et un service de porte-à-porte sécurisé. Retrouvez-nous au numéro 13 de l'avenue des Aviateurs, immeuble LMC Ami-Congo, Kinshasa-Gombe. Pour tout contact, composez le 082 380 0000. Ligne maritime congolaise, votre transporteur à la dimension des ambitions de la République démocratique du Congo.